La lune, jeune et mince, à peine un quart de son entier, pendait à l'horizon. Il semblait étrange que le vent qui poussait rapidement les nuages ne la soufflât pas, ne la brisa pas en fines éclats. Vuvchik préférait la pleine lune. Il pouvait la regarder toute la nuit sans penser à rien. Le mince croissant, presque transparent, émergeait obstinément des nuages, puis se cachait à nouveau. Les pensées revenaient sans cesse. La princesse, à quoi ressemblait-elle? La regarderait-elle la lune avec lui ou se moquerait-elle comme les autres? Peut-être connaissait-elle une histoire ou un conte? Vuvchik aimait encore plus les contes que la lune. Il pouvait écouter le même encore, et pour un nouveau, il donnerait n'importe quoi. Il n'y avait plus de conteurs dans la meute dont ils ne connaissent pas les récits par cœur. Vuvchik regarda la meute qui l'attendait. Son oncle agita l'oreille impatiemment. « Eh bien, neveu, guide-nous. L'oncle avait raison. Il était temps de partir. »« Non, Vulver, n'ose pas. Tu as moi, et tu as un fils. »« Il n'est pas mon fils, c'est ma honte. Et qui en était responsable, sinon toi ?» Vuvchik essaya de s'asseoir droit, comme il convenait à un jeune loup bien éduqué près de ses parents occupés. Mais les paroles de son père le faisaient en frissonner et se recroqueviller. Cela ne passa pas inaperçu. « Tu vois, quel leader peut-il être? Il n'est ni combattant ni chasseur. Ce ne sera pas mon successeur. » C'était une accusation injuste. En tant que chasseur, Vuvchik n'était pas pire que beaucoup d'autres. L'indignation hérissa son pelage. Mais un frisson parcourut son dos. En effet, il n'était pas un combattant. Cependant, il émit un léger grognement, incapable de rester silencieux. Son père tourna la tête. « Pas devant moi, chiot !» Vuvchik se recroquevilla de nouveau. C'était toujours comme ça. Toute tentative de se montrer comme un loup ne faisait que provoquer la moquerie ou la colère de son père, et chaque fois, cela devenait pire. Sa mère se leva. Lors des disputes, elle se transformait souvent en humaine pour regarder son mari d'en haut. Cependant, cela avait de moins en moins d'effet avec le temps. « Couvre-toi, femme !» grogna-t-il. Elle haussa les épaules d'un geste indifférent et boutonna le col de sa chemise, sa meilleure chemise, en soie, qu'elle avait sauvée lors de leur fuite. « Ça ne suffit pas ?» Il grogna en réponse. « Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je ne suis pas encore si vieille pour porter la fourrure tout le temps. » Le chef grogna plus fort. Cela faisait déjà 5 ans qu'il ne se transformait plus en humain, depuis que sa femme, et la voilà, avait commenté qu'en colère, il devenait d'un rouge étrange au visage et lui avait recommandé de se maîtriser pour éviter un infarctus. Avec sa fourrure, il se sentait plus sûr. Beaucoup en arrivaient là avec les années. Et le chef avait beaucoup d'années. Mais malgré ce que disait sa femme, il n'avait pas perdu de force physique. Cette force, alliée à l'expérience acquise au fil des années, lui permettait de rester le plus fort de la meute. Quiconque osait le défier se retrouvait sur le dos, ou mort. Mais ces braves-là ne se montrèrent plus depuis longtemps, et le vieux chef régnait à sa guise, jusqu'aux derniers événements. Il regarda sa femme de haut en bas. Elle n'était pas vieille, pas encore, mais il n'y avait plus de louveteau. Vulki avait été le seul pendant de nombreuses années. Le chef avait mis en lui tous ses sentiments de père, tout son effort, et lorsque, contre toute attente, le second naquit, il permit à sa femme de le dorloter autant qu'elle le voulait. Elle l'avait mal élevé. Elle l'avait gâché avec ses caresses. Et pourtant, le chiot était né lors de la pleine lune. Quel meilleur présage pouvait-on espérer? Beaucoup dans la meute pensaient que c'était Vulver lui-même qui était responsable en ne prêtant pas attention à son fils cadet et en ne se préoccupant pas de marier l'aîné. En général, ces commérages ne parvenaient pas à ses oreilles, mais aujourd'hui, sa femme le lui reprochait. De plus, elle l'accusait de la mort de l'aîné. Elle disait qu'un chasseur avait besoin de plus que de muscles. Il lui fallait de la tête. Si Vulver n'avait pas appris à son fils à être le plus fort, le plus rapide, le plus courageux, celui-ci aurait échappé à l'embuscade et n'aurait pas affronté la balle d'argent. Et il n'y aurait pas eu d'embuscade si Vulki n'avait pas importuné les humains sans raison, tuant du bétail et attaquant des voyageurs sans motif. À présent, il était mort, ainsi qu'une demi-douzaine de ses meilleurs amis, des idiots courageux et forts comme lui, et la meute avait dû quitter Brotland, où elle vivait depuis des générations, et traverser les montagnes pour se réfugier dans le royaume voisin. Tout cela à cause de quelqu'un qui avait voulu prouver sa bravoure. Vulver grognait que son fils avait été un vrai loup, un véritable loup-garou. Il l'a été, disait sa femme avec tristesse. Vuvchik n'avait ni la force ni la détermination de son frère aîné, et son père manquait de patience. Il lui semblait que les nouveaux louveteaux seraient comme l'aîné, s'il ne les couvait pas autant que le cadet. Il restait un obstacle. Sa femme, Vula. Elle n'avait plus d'enfants, et le chef ne pouvait pas se débarrasser d'elle. Vula avait 12 frères, tant par le sang que par les liens de cousinage, les plus forts de la meute, à l'exception du chef bien sûr. Et eux avaient des enfants tout aussi puissants. Et Vula avait été à son époque la louve la plus forte, c'est pourquoi il l'avait choisie. Encore aujourd'hui, peu osèrent s'en prendre à elle.
Non, se séparer d'elle sans son consentement signifiait se faire des ennemis au sein de la moitié la plus puissante de la meute. S'ils n'avaient pas d'enfants, ce serait différent. Les paroles de sa femme blessèrent en allaient profondément le chef et l'incitèrent à élaborer un plan rusé. 3 mois plus tard, Wulver convoqua la meute pour un conseil. Pleurant amèrement la perte de son fils, il critiqua sévèrement le cadet pour son incapacité à être un véritable leader. Puis, sans laisser à sa femme ni à ses 12 frères le temps de protester, annonça sa décision. Vuvchik devait prouver par lui-même que son père avait tort. Ce n'est qu'alors qu'il serait reconnu comme héritier, et qui sait, peut-être que le vieux chef se retirerait enfin et lui céderait sa place. C'était juste. Toute la meute reconnut la sagesse de cette décision, et même les 12 frères de Vyula ne purent y contester. Puis Wulver énonça sa condition. « Nous avons besoin de sang neuf. » Et c'était vrai. La malchance à Brokland avait considérablement réduit la meute. Et mon fils a besoin d'une femme, digne d'un leader, que Vuvchik trouve pour lui une princesse à épouser. Paneto, le royaume voisin. Il bordait, par un grand fleuve, Brokland, où la meute avait vécu auparavant, et Terdupan, où ils avaient trouvé refuge désormais. Le roi de Paneto avait 7 filles. 3 des aînées étaient à marier à des princes voisins, 2 autres à des nobles du royaume, et une se préparait pour son mariage. Il ne restait sans engagement que la dernière, Mona. C'est sur elle que le chef posa son choix. Wulver s'était efforcé d'en apprendre le plus possible, qu'il n'y avait pas de grandes attentes concernant la cadette pour des alliances dynastiques, que le titre de princesse ne suffisait pas à faire d'elle une fiancée désirable étant la 7e et dernière fille, que la famille ne l'appréciait guère à cause de son caractère, disons, peu doux, et bien sûr d'autres choses plus importantes. Wulver considérait son plan parfait. Quel que soit le résultat, les habitants de Paneto ne chercheront pas de coupable à Terdupan. Ils ne s'efforceront pas trop de chercher une fille superflue, comme ils le feraient avec une héritière ou une fiancée engagée. En même temps, une princesse n'est pas une simple bergère, et la tirer du palais ne serait pas un jeu, mais une véritable épreuve. De plus, une fille avec le caractère de Mona, d'après les rumeurs, devrait être une excellente chasseuse, du moins c'est ce que Wulver aimait à croire, dans le cas où son fils accomplirait la mission. Bien que le chef ne croie pas réellement en un tel dénouement, la meute devait savoir que l'objectif était bien choisi. Le plan réussit. La meute approuva chaque mot et jura de le suivre. Tout se passerait ainsi si le jeune loup épousait la princesse choisie. Sinon, eh bien, Vyula était furieuse, mais en silence. Protester était inutile. Tout était conforme à la loi et à la tradition. Elle n'obtint qu'une chose. Vuvchik ne partirait pas seul. 3 de ses frères, avec leurs enfants, l'accompagneraient, tandis que les autres resteraient avec elle, au cas où le mari, qui ne cachait plus son impatience, voudrait précipiter les choses et la remplacer avant l'heure par l'une des jeunes louves. Lui, sans vergogne, observait les corps musclés et joueurs, et lança, par-dessus son épaule, qu'il s'en aille, et j'ajouterai moi-même l'oncle pour surveiller, que le petit capture la princesse tout seul, ou qu'il me tienne informé en cas d'échec. Sans sourciller, lorsque sa femme, en claquant les dents de façon impuissante, lui conseilla de ne pas trop s'emballer. À son âge, ni son pelage, ni rien d'autre ne le sauverait avant d'un infarctus. Ce qui effrayait le plus Vuvchik, c'était que son père, apparemment, savait pour ses escapades dans le monde humain. Sa passion pour les histoires l'emmenait sous les fenêtres des fermes, et parfois même jusqu'en ville, bien qu'il fût plus facile d'écouter discrètement dans les villages. Parfois, il osait se transformer et couper du bois ou porter de l'eau pour s'attirer un coin tranquille lors des réunions des villageois, où il pouvait écouter bien davantage. Depuis leur fuite à Terdupan, il n'avait pas osé recommencer, en partie parce qu'il ne connaissait pas bien les lieux, et aussi parce qu'il avait grandi, et les hommes commençaient à le regarder avec méfiance, comme un jeune vagabond bien de sa personne, aux mains qui ne connaissaient pas le travail. Son père n'avait jamais mentionné cela, et Vuvchik était persuadé que personne n'était au courant de ses aventures. Mais Wulver, apparemment, savait, bien qu'il n'ait jamais jugé cela important. Mais aujourd'hui, il le lui rappela. Et il éclata de rire tandis que sa femme choisissait les vêtements pour leur fils, les meilleurs, pour qu'ils ne déçoivent pas la princesse quand il se présenterait devant elle sans son pelage. Il riait, mais ne disait rien. Sa mère ne dit rien non plus. Vuvchik attendait ses conseils, mais ceux-ci ne vinrent jamais. Ce fut sa tante, la sœur de sa mère, qui lui en donna quelques-uns, mais que pouvait-elle bien lui enseigner à son neveu? Ce qu'il savait, il le savait, et le reste ne pouvait être changé. Son père avait tort de dire que Vuvchik ne pouvait pas attraper un lapin. Il attrapait aussi bien les lapins que les lièvres et les oiseaux distraits. Quoi de plus pour un chasseur? Un seul lapin, et on est satisfait. Et il n'avait pas à craindre les cornes, les sabots, les crocs, ni même une balle d'argent. Ah, mais combien Vuvchik redoutait les crocs et les cornes. Une fois, poursuivant un lapin, il tomba sur un sanglier.
À cet instant, comme chasseur, il courait, sans rien savoir d'autre que le vent dans ses oreilles et l'animal succulent devant lui. Et soudain, il n'y avait plus de lapin, ni de forêt, juste un corps courbé et des crocs, et rien d'autre, comme si l'air autour de lui en était rempli. La peur le fit perdre connaissance, mais seulement un instant. Avant que le sanglier ne se retourne vers lui, il se releva sur ses pattes tremblantes et s'enfuit, aussi vite qu'un lapin, et ne s'arrêta pas avant de ne plus avoir de force. Et Vulki, ou son père, aurait sauté directement sur le dos du sanglier, et toute la meute se serait régalée de viande de sanglier. Non, Vuvtchik n'était pas un combattant, il ne l'était pas, et ne le serait jamais. Il ne se distingua pas non plus lors des combats typiques entre les jeunes loups en croissance. Tant qu'il était petit, il se défendait assez bien, pas pire que ses camarades, mais dès qu'il grandit un peu, Vulki, avec l'approbation de son père, s'occupa de son éducation, bien sûr, qui de mieux qu'un frère? Qui de mieux que le meilleur des jeunes loups pour enseigner aux petits? Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Vuvtchik était trop petit pour affronter sérieusement son frère. Et Vulki ne savait pas comment se contenir. Le plus jeune pesait 3 fois moins. Il était impossible qu'il renverse l'aîné, qui ne savait pas se laisser vaincre, même dans un jeu. Et Vulki était aussi impétueux que son père. Vuvtchik, agile et rapide, parvenait à esquiver son frère un moment, se lançant d'un côté à l'autre et donnant de faibles coups. Et Vulki, ne réussissant pas à le capturer, se mettait dans une colère noire. Et il valait mieux ne pas se retrouver sous sa patte. Quand il finissait par l'attraper, il le secouait douloureusement. Ainsi, Vuvtchik apprit que plus tôt, mais pas immédiatement après quelques bonds, Vulki le renversait, mieux c'était. Ce truc, il le répétait avec tous ceux qui étaient un peu plus grands, ou qui faisaient du bruit en claquant les dents, et seul avec les plus petits, il osait vraiment se battre. Et plus il grandissait, plus son père insistait pour l'affronter avec les plus forts, espérant qu'il deviendrait comme eux, sans comprendre pourquoi ses attentes ne se réalisaient pas. Au début, à chaque défaite de Vuvtchik, son père cachait son visage sous sa patte, croyant que son fils en aurait honte et s'améliorerait. Mais il commença à se fâcher véritablement, presque comme Vulki. Finalement, Vuvtchik apprit à disparaître dès le moindre signe de combat, et plus personne ne pouvait le retrouver. Alors, s'il avait été fils unique, le chef ne l'aurait pas laissé en paix. Mais il avait l'aîné, l'espoir et l'exemple de toute la meute, la joie et la fierté de son père. Et le cadet fut laissé tranquille. Maintenant, cela pesait sur tout le monde, tant le père que le fils, et il était trop tard pour réparer cela. Les loups partirent. Vuvtchik, ses oncles et ses cousins. Au début, il était confus, c'était trop. Lui, l'héritier, guidait ses frères vers des terres inconnues, à la recherche d'une princesse. C'était comme un conte, une de ces histoires qu'il aimait écouter. Sauf que les contes ne demandaient en pas qu'on se lève de son coin douillet et qu'on se mette à courir vers l'inconnu. De plus, dans les contes, tout finissait bien, et Vuvtchik n'était pas sûr que cela se passerait comme ça pour lui. Il courait au trot et avait peur de regarder en arrière, vers la petite meute qui le suivait. Oh, s'il pouvait juste faire demi-tour et retourner chez lui, comme si rien ne s'était passé, que tout reste comme avant. Son père dirigeant la meute et lançant des piques à sa mère. Vuvtchik allant chasser le matin et le soir, se rendant au village le plus proche, écoutant, caché sous les fenêtres, les villageois et les conteurs, ou simplement en train de regarder la lune, en remarquant comment elle grandissait à nouveau. Si seulement. Mais bientôt, sa confusion se dissipa. Le rythme tranquille de son trot l'apaisa, il restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Un chemin très long, et Vuvtchik se laissa emporter par la course. Les loups avançaient sur le chemin principal, sans craindre de se perdre et sans se soucier de croiser quelqu'un. La nuit était de leur côté. Vuvtchik les guidait et commençait à se sentir leader. Courir, simplement courir, était tellement agréable qu'il s'élançait souvent au galop sans raison particulière, oubliant sa joie, engloutissant mille après mille, comme s'il voulait rattraper la petite lune disparue à l'horizon. Les loups derrière lui, silencieux, réprimaient leur envie de se plaindre. Le petit voulait les épuiser avant l'heure. Mais avant de partir, Vula avait averti ses proches de ne pas le réprimander ni l'arrêter. Elle connaissait bien son fils et savait à quel point il se laissait facilement effrayer et perdre courage. Il ne fallait même pas une parole, un simple regard suffisait. Peut-être maintenant le garçon pourrait prouver sa valeur maintenant que Vulver n'était pas sur son dos, le regardant avec ses yeux sévères. Il leur fallut 1 semaine pour atteindre la rivière, la traverser et arriver à la capitale de Paneto. Presque autant de temps pour apprendre des choses sur la princesse et les coutumes des courtisans. La chance était du côté des loups-garous. Durant les mois d'été, le roi, sa famille et la cour passèrent leur temps hors de la ville, dans un palais d'été entouré de jardins et de parcs. Là, il était facile de se cacher et commode d'écouter. Bien sûr, il y avait aussi des chiens, mais même Vuvtchik savait comment leur montrer qui commandait. En résumé, les gardiens à 4 pattes ne posèrent pas de problème, et ceux à 2 jambes ne remarquèrent pas la présence des visiteurs.
Peu à peu, Vuvchik commença à croire que tout irait bien. Enfin, que ça fonctionnerait. Il était surpris de voir que les loups lui rapportèrent tout ce qu'il découvrait à lui, et non à l'oncle aîné, et il ne pouvait se débarrasser de l'impression que les messagers lui jetaient un regard furtif à l'oncle, et celui-ci détournait les yeux, aussi indifférent qu'un spectateur extérieur. Vuvchik commença à éprouver une étrange sensation, comme s'il était vraiment le leader et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Parfois, et il essayait de repousser ses pensées, il s'imaginait qu'il avait déjà capturé la princesse, qu'il était revenu avec elle et qu'elle serait désormais toujours avec eux. Comment serait-elle? À quoi ressemblait-elle? Dans son esprit se bousculaient, se chevauchant toutes les histoires qu'il avait entendues, mais aucune ne correspondait à l'image de ses parents et de la meute. Les loups étudièrent le jardin du palais comme s'il s'agissait de leurs propres pattes, reniflant chaque abri, entrepôt et entrée arrière du palais, et même avec prudence, observant l'entrée principale où les gardes étaient en faction. Ils apprirent également à distinguer les nobles des serviteurs. Les nobles se badigeonnaient souvent de quelque chose qui modifiait leur odeur, mais malgré cela, ils laissaient des traces maladroites. Les serviteurs, eux, ne laissaient pas de traces confuses. De toute façon, il n'y avait plus grand-chose à découvrir. Il ne restait plus qu'à faire ce pourquoi ils étaient revenus. De plus, à en juger par les murmures dans la cour, il était clair qu'on voulait envoyer la princesse, celle-ci en particulier, pas une autre, dans des terres lointaines. Et si tel était le cas, il n'y avait pas de temps à perdre. Vuvchik se glissait le long d'un sentier où avançait un groupe de femmes et de jeunes garçons. Devant, à peine un demi-pas derrière la meneuse, marchait la princesse. Aux côtés de sa mère, robuste et au visage rond, elle semblait si frêle, presque translucide. Et Vuvchik était sûr qu'il serait facile de l'emporter. La suite, obéissant au geste de la mère, s'éloigna encore davantage, tandis que Vuvchik, lui, se rapprochait déjà. Au-dessus de sa tête, il entendait la conversation. « Maman, mais c'est si loin d'ici. Pourquoi avons-nous besoin de cette alliance? C'est une décision du roi, et tu n'as pas à en douter. Tu dois être reconnaissante, car tu deviendras reine. » Les deux femmes entrèrent dans une gloriette, tandis que la suite resta dehors. Vuvchik s'adossa à la paroi de rotin. À travers elle, il pouvait voir comment les deux figures se déplaçaient, et il entendit le banc craquer sous le poids de la mère et le soupir de la jeune princesse. Mais à Rukilib, il y a déjà un héritier. Le roi a 3 fils. Je ne serai qu'un ornement vide, ou même un fardeau. C'est la meilleure alliance que tu puisses avoir. Il est temps de définir ton destin. Vuvchik ne connaissait pas de terre nommée Rukilib. Il connaissait Brotland, où il était né, Terdiupan, où la meute était installée, Paneto. Oui, il pouvait dire qu'il le connaissait. Et il avait aussi entendu parler de Lofland, de l'autre côté de Brotland. C'était la première fois qu'il entendait parler de Rukilib, mais en quelques minutes, il apprit qu'elle était incroyablement lointaine, que l'hiver y était inconcevablement froid, l'été insupportablement humide, que ses habitants portaient des peaux sales et mangeaient du poisson cru, ne voyant de viande qu'une fois par an, et que, de plus, leur roi était un vieil homme cruel. Non, ni la princesse, ni un pauvre chien ne voudraient voyager vers un endroit pareil. Aussi insistante soit la jeune princesse, sa mère restait inflexible, répondant à chaque argument par une référence au roi. C'était sa volonté, et pour le bien de ses terres. Dans le ton de la jeune fille, on sentait une note d'entêtement, mais Vuvchik n'entendait que des mots tristes. Elle ne voulait pas aller dans ce lieu horrible. Elle était encore si jeune. Par compassion, Vuvchik serra les mâchoires. Il devait se dépêcher de l'emmener. Terdiupan était proche, là-bas il faisait chaud, et il y avait des lapins en abondance. Et les peaux. Ces peaux n'étaient pas les mêmes, et il n'était pas nécessaire de les porter tout le temps. Mais avec la peau, on ne craint pas le froid. Ça suffit, Mona. La mère haussait la voix, et Vuvchik tressaillit, arraché à ses pensées sur la maison. Veux-tu rester ici? Ton père te mariera à un de ses fils cadets, et tu vivras dans un château de bois, où l'hiver, il n'y a jamais assez de bois pour se chauffer. Et tu viendras au palais de ton père seulement de temps en temps pour y manger à ta faim. Mais, mère, ne suis-je pas une princesse? Ne suis-je pas la fille d'un roi? Pourquoi mon père ne trouvera-t-il pas un époux digne? Un roi t'a choisi pour époux. Et basta. Combien de fois dois-je le répéter? Tu seras reine. Il suffit que tu te comportes avec sagesse. Maman. La princesse se tut, et ce silence fit frissonner Vuvchik. Il avait l'impression que quelque chose de spécial allait se produire. Mais la princesse se contenta de dire « D'accord, mère », et la mère répondit « Tu veux encore poser une question ?»« Non, mère. »« Alors pars. » Il n'y eut rien de plus. La princesse se leva d'un léger mouvement, sa jupe frémissant, et sortit, tandis que Vuvchik restait figé un instant, ne comprenant pas pourquoi il se sentait si troublé.
Lorsqu'il réagit, il se glissa hors de la gloriette et aperçut la princesse qui s'éloignait sur le sentier, entourée de 3 femmes et de 2 garçons. « Tu devais agir maintenant !» Son cousin Vufti, estimant qu'il n'y avait plus d'obstacle, apparut à ses côtés. Quand elle est sortie, c'était le moment parfait. Personne n'était prêt. « Recule, je t'ai dit !» murmura Vufchik dans l'herbe. L'oncle, à ras de sol, réprimait sa colère. Non seulement son neveu avait laissé passer l'occasion, mais son propre fils s'immisçait sans permission. Il pensait qu'ils ne seraient en jamais vus, mais 2 ombres ne forment pas une seule ombre. Et quel autre conseil osait-il donner? Non seulement l'oncle, mais toute la meute était tendue. Ils avaient passé du temps à observer le palais, se reposant à tour de rôle, ne dédaignant pas de voler quelques mets de la cuisine, mais le jeu était fini. Aujourd'hui, ou au plus tard demain, la princesse devait être capturée. Ce qui signifiait qu'ils devaient être prêts à s'enfuir immédiatement ou à se battre si la situation devenait compliquée. Certains n'auraient pas vu d'inconvénient à un combat à ce moment-là. Une semaine, presque une semaine, sous le nez des humains, plus silencieux que l'eau, plus bas que l'herbe, n'était-il pas temps de montrer les crocs? Mais le plus vieux n'adressait qu'un regard oblique, et il leur fallait oublier cette tentation, tandis que le jeune homme, pour qui tout avait été mis en place, ne voulait pas rectifier la situation. Vufchik, cependant, ne ressentait sincèrement pas l'atmosphère générale, pensant qu'il devait capturer la princesse discrètement, de façon à ce que personne ne remarque sa présence. Il n'y avait pas de place pour les combats. La princesse passait beaucoup de temps à l'intérieur du palais, où les loups-garous, malgré leur habileté, n'osaient entrer, et même s'ils l'avaient en fait, il aurait été difficile de s'échapper avec elle. Ils devaient attendre dans le jardin, mais là aussi leur proie, tant convoitée, était surveillée, ne restant jamais seule une seconde. Parfois, et c'était les moments les plus favorables, il n'y avait que 2 femmes avec elle, mais même alors, il y avait des gardes et des serviteurs dispersés dans le jardin. Cependant, ceux qui étaient un peu plus loin ne comptaient pas. Ils ne pourraient n'aller pas intervenir à temps. Les loups-garous connaissaient même plus de chemin dans le jardin que ceux qui y étaient entracés. Si un autre que Vufchik avait été à sa place, son frère décédé par exemple, ou l'un de ses cousins qui lui soufflèrent dans la nuque, la jeune fille aurait déjà été capturée, ignorant la suite. Ils n'avaient non pas de griffes, leurs dents étaient inutiles, et les couteaux des garçons n'étaient que des ornements. Ils ne savaient même pas les utiliser. La garde armée était une autre affaire, mais elle ne suivait pas la princesse. Au moment où elle réagirait et arriverait, le chasseur serait déjà loin. Tout le monde le savait, et seul Vufchik continuait à chercher un moment où la princesse serait complètement seule. Il venait de laisser filer ce moment et gisait dans l'herbe, déconcerté, pensant, mais pas à comment rectifier son erreur. Ainsi donc, il voulait marier la princesse à quelqu'un d'autre, à un autre roi, et elle ne le voulait pas. Les paroles de la mère de la princesse parlant d'un fils cadet lui brisèrent le cœur, car lui aussi était un fils cadet. Il n'eut pas le temps de réfléchir plus longtemps, lorsqu'il entendit un murmure dans le jardin. « Ici, ici, ici !» Il sursauta et courut vers la voix. Un cri se fit entendre. « Là, là !» Mais Vufchik avait déjà vu ce qui l'attendait depuis tous ces jours. La princesse, seule, complètement seule. Elle courait à travers le jardin, et Vufchik se lança à sa poursuite. Un instant, il perdit sa trace lorsqu'elle tourna sur un sentier latéral, mais il la retrouva aussitôt. Les doutes s'évanouirent. La princesse courait, et il ne lui restait plus qu'à la rattraper. Elle courait de toutes ses forces, et lui la poursuivait, emporté par une passion de chasseur. La jeune fille zigzaguait, se faufilant par des chemins de plus en plus étroits, mais il ne s'arrêtait pas, ne se surprenant même pas qu'elle courût vers l'arrière du jardin, plutôt que de retourner au palais où elle pourrait se cacher. De moins en moins de gens se croisaient sur son chemin, saluant la princesse sans se faire remarquer, et Vufchik ne se cachait plus dans les buissons, mais la suivait de près. Finalement, elle tourna hors du sentier et se retrouva face à une grille inutile qui ne fermait rien, mais qui se trouvait là, au milieu des buissons et de l'herbe, couverte de lianes. De chaque côté, il y avait largement de la place, mais la princesse se jeta contre la grille de ses 2 mains, comme si elle ne voyait pas d'autre issue, tomba dans l'herbe et, se repliant sur les barreaux, secoua la grille en pleurant. Un fils cadet, pourquoi pas un mendiant tout de suite? Vufchik s'arrêta comme s'il avait percuté un obstacle, et cet obstacle, c'était ses propres paroles. La poursuite semblait être terminée. La jeune fille pleurait, rancunière envers sa mère et sa famille. Pourquoi? 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 Toujours, toujours. Parce que je suis la cadette, bien sûr. Sa voix se brisa, et elle pleura avec un long gémissement, mais aussitôt, elle se coucha la bouche avec sa manche et pleura en silence, étouffant ses sanglots. Puis, elle repoussa la manche, prit une grande inspiration et secoua à nouveau la grille. Pourquoi eux sont-ils plus intelligents que moi, plus beaux? Pourquoi? Tout pour eux, tout! Ses mains arrachèrent tous les lianes. Je vais leur apprendre à faire des alliances.
Elle tira sur une liane, puis sur une autre. Ils vont regretter. Elle arrachait les lianes avec colère, comme si elle cherchait un dessein caché derrière elle. Une liane ne céda pas au premier tirage, et la princesse dut se suspendre à elle de ses deux mains. En brisant la branche récalcitrante, elle tomba à nouveau au sol, s'appuya contre la grille et recommença à pleurer. La jeune fille pleurait en silence, avec quelques sanglots ici et là, et la grille tremblait au rythme de ses larmes. Par compassion, Vuvchik oublia ce qu'il devait faire. Lui qui se lamentait de ne plus être le cadet. Apparemment, être le cadet n'était pas si facile. Le loup était si proche qu'il semblait presque respirer dans l'oreille de la princesse. Elle, au-delà de son propre parfum, portait une trace de quelque mélange du palais. Il aurait voulu lécher ses larmes pour qu'elle cesse de pleurer, et, avec cette pensée, il se recula et se cacha derrière les buissons. Elle allait sûrement avoir peur. Bien sûr, elle aurait peur. Il devrait lui dire qu'il ne partirait pas à Rouki. Peu importe comment il s'appelait. Peut-être qu'il n'aurait même pas à l'enlever. Peut-être qu'elle viendrait de son propre chef si elle était si mal ici. Mais il se souvint aussitôt que pour l'accepter dans la meute, il devrait la mordre. Et les humains n'aimaient pas ça. Il devrait la mordre sans demander. Ou la mordre plus tard. Mais la tante avait dit qu'il valait mieux le faire immédiatement avant qu'elle réagisse. Là, allons-y. Vuvchik sursauta. Son cousin venait d'apparaître au moment de la plus grande tension. Il hérissa les poils de son cou, mais le cousin, sans reculer, murmura « Allez, je la capture, et on la prend ensemble. Allons-y !» En entendant cela, Vuvchik se retourna, montrant ses dents. L'idée que son cousin reste avec la princesse l'effrayait. Son père avait été clair. L'héritier devait capturer sa femme seule. S'il n'y arrivait pas, sa mère serait fâchée, son père en colère, et tout irait mal. « Non, c'est ma princesse !» lui siffla-t-il directement dans le nez. Le cousin recula. « Et alors, on va t'attendre toute la vie ?»« Je ne la céderai pas. » Vuvchik grogna en silence, avançant. Le cousin recula, puis se planta à sa place. Les deux loups n'étaient plus attentifs aux voix lointaines qui ne les intéressaient pas. Et pendant ce temps, la princesse avait séché ses larmes, se leva agilement et reprit le sentier, ajustant sa robe en marchant. Elle entendit quelqu'un arriver à toute vitesse. « Votre Altesse, mademoiselle Mona, votre... » Vuvchik comprit. La proie s'échappait. Ce n'était pas encore trop tard. Mais Vufti se lança à sa poursuite et Vuvchik se jeta sur son chemin. « N'ose pas ! Vous êtes fous, tous les deux !» apparut l'oncle depuis l'herbe. « Ça suffit !» Le cri fit réagir les jeunes loups. En se retournant, Vuvchik aperçut une foule de femmes qui accompagnaient à nouveau la princesse. « Tu l'as laissé s'échapper !» grogna l'oncle et il donna une claque à son fils qui faillit vaciller. En réalité, cette claque était destinée à son neveu. Deux fois de suite, laisser s'échapper la proie. Vufti, bien sûr, s'était immiscé là où il ne fallait pas, mais pour le vieux loup, il était clair que le problème n'était pas Vufti. Ce dernier, dans sa frustration, griffait la terre avec ses griffes, pensant qu'il devenait aussi bête que son cousin. Il aurait dû capturer la jeune fille sans poser de questions, et ensuite tout se serait arrangé. Maintenant, il tournerait en rond ici jusqu'à ce que la lune se brise en deux. Vuvchik ne remarqua ni ne comprit rien de tout cela. La princesse s'était échappée encore une fois, et il ne restait plus qu'à attendre une autre occasion. C'était tout. Il se sentit même soulagé de ne pas avoir à prendre de décision ou à faire quoi que ce soit à ce moment-là. Mais cela signifiait aussi que ce n'était pas encore terminé. Il ne pouvait pas retourner chez lui, et il n'était pas possible de vivre dans le jardin pour toujours. Il devait la capturer. Son estomac se noua de nervosité, mais il se calma aussitôt, car pour l'instant, il n'y avait personne à attraper. « Ce soir, ils veulent célébrer dans le jardin », annonça l'oncle avant d'ajouter. « C'est la pleine lune. Cette fois, nous y arriverons. » La queue de Vuvchik se replia instinctivement, mais dès qu'il s'en aperçut, il l'étira aussitôt pour ne pas montrer sa peur. La mention de la pleine lune par l'oncle n'était pas un hasard. Cela signifiait qu'il fallait la capturer, quoi qu'il en coûte. Et à ce moment précis, comme si c'était fait exprès, ou peut-être l'était-ce réellement, Vufti répondit « On dit que ceux qui sont mordus sous la pleine lune deviennent les meilleurs lycanthropes. Tu as de la chance. » Vuvchik fit comme s'il n'avait pas entendu. De nombreuses torches illuminaient le jardin. Bien sûr, les humains diraient que cela ressemblait à du jour, mais pas les loups. Pour les lycanthropes, la différence était bien plus marquée. Quelque chose explosait et éclatait désagréablement, projetant de la lumière sur le jardin, mais la meute comprit vite qu'il ne s'agissait pas de feux d'artifice et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. De plus, au milieu du tumulte, entre les flûtes, les cordes et le brouhaha, ils n'avaient pas besoin de discrétion. Il suffisait d'être invisible. Loin des oreilles des loups, au cœur de la fête, là où la meute n'osait pas s'aventurer ni n'en avait besoin, la reine, avec un sourire indifférent, disait à son époux que leur fille, la fiancée, s'amusait avec ses amis dans une clairière du jardin. Le roi acquiesça,
et oublia aussitôt la question, tandis que la reine, s'éloignant, posait à voix basse une question à une dame de compagnie et répondait avec irritation. Elle court encore là-dedans. Si elle n'est pas dans ses appartements, c'est qu'elle doit être dans le jardin. Je n'en peux plus de la marier, peut-être que cette petite se mettra enfin à raisonner. Quelle opportunité pour sa veuvage. Les loups rôdaient autour du jardin, à la recherche de leur proie tant désirée. L'oncle avait déjà décidé de ne plus quitter son neveu, pas un seul pas, et si nécessaire, il le pousserait au moment propice. Du moment que le jeune loup parvenait à l'attraper d'un seul croc, il s'occuperait ni du reste, et que le vieux chef se contente de cela. La foule se pressait dans la grande clairière devant le palais et dans d'autres plus petites à proximité. Le chemin principal entre le palais et les portes n'était pas non plus désert. Nombreux étaient ceux qui se retirèrent de temps à autre, parfois à 2, parfois à 3 ou 4, vers des sentiers étroits, où il y avait moins de lumière et de bruit. Les loups se faisaient à peine remarquer. Dans la pénombre, on les prenait pour des chiens locaux. Pendant ce temps, les vrais chiens se blottissaient près des portes arrière du palais, car ils avaient été chassés sans pitié. La meute était nerveuse, trop de monde, et le travail n'était pas encore accompli. 3 fois, la princesse s'éloigna du cercle illuminé, et à chaque fois, on la ramena vite, avant que la meute ne puisse se positionner correctement. Depuis la dernière fois, un certain temps s'était écoulé, et l'instinct du vieux loup lui disait que cette fois, la jeune fille s'éloignerait davantage et plus longtemps. L'essentiel était de ne pas la perdre de vue. « Votre Altesse, où allez-vous » ?« Leurs Majestés seront mécontentes. Revenez. » La dame de compagnie accélérait le pas derrière la jeune fille, trébuchant parfois se hâtant pour ne pas être laissée derrière. « Aujourd'hui est un jour si spécial, Altesse. Pourquoi ne pas en profiter un peu ?» Derrière la dame de compagnie, le page trébuchait. Il n'était pas là pour faire la fête. Les nobles toujours en train de faire des choses bizarres, et les pages n'ayant même pas une minute pour mordre dans un gâteau. Il avait rempli ses poches de bonbons, des délices qu'on ne trouvait pas à tout moment, et il espérait que, pendant la nuit, ils ne se casseront pas ni ne se compresseront. Il y aurait bien un peu de reste dans la cuisine, mais seulement s'il arrivait à temps. Devant lui flottait la queue du vêtement de la dame, et devant elle, d'un grand pas décidé, avançait la princesse vers l'obscurité. Ni le page, ni la dame de compagnie, ni les loups courant pour l'intercepter ne voyaient le visage tordu de colère de la jeune fille, les lèvres serrées. « Là, maintenant !» murmura l'oncle, lorsque la princesse apparut au début du sentier. Il murmura et s'étouffa. « Où ?»« Non, non !» Le neveu jaillit des buissons et se jeta sur la proie, et il était trop tard pour l'arrêter. Il aurait fallu attendre un peu. Le vieux loup avait poussé trop tôt le jeune loup. Attendre que la jeune fille soit près des buissons, la capturer sans obstacle, et personne ne l'aurait remarqué. Mais l'oncle ne le dit pas à voix haute. Il avait dit « Maintenant !» La course, le saut et l'attaque. En un instant, Vouvchik ressentit la beauté de son saut. Lui-même était le vol, le vent, la lumière de la lune dans la nuit. Et soudain, il réagit en voyant un visage pâle se diriger vers lui. Elle allait tomber, se blesser. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Tous deux tombèrent dans le sable. Vouvchik se redressa aussitôt pour ne pas l'écraser, se mit à 4 pattes et se recula pour que son ombre ne masque pas son visage. « Hors de là, bête ! Chut, chut, hors, hors !» La dame de compagnie de la princesse donnait des coups de pied et agitait les mains vers lui. Le page se baissa à la recherche d'une pierre. Vouvchik tourna vers eux, s'exposant à la lumière de la lune, et montra le sourire de son père. Ah, il était parfait, car son père n'était pas là. Et la femme, poussant un cri et se couvrant la bouche de sa main, recula, marcha sur sa robe et tomba lourdement au sol. Le page fut emporté par le vent. La princesse sanglotait et respirait rapidement. Vouvchik baissa les yeux vers elle. La jeune fille émit un cri étouffé et ferma les yeux avec force. Ses bras écartés griffèrent le sable, comme si elle tentait de s'accrocher au sol. « N'aie pas peur, n'aie pas peur. » Elle paraissait plus grande que pendant la journée, surtout des épaules, mais son cou, qui sortait de la robe, restait fin, parfait pour une morsure. Il ne put s'empêcher de lui lécher la joue, une fois, puis encore une fois. Un goût amer restait sur sa langue, et le loup le nettoya sur son pelage. La joue humide brillait et s'assombrissait. Il lécha l'autre. Elle ne devait pas être si pâle. Et il devait lui dire qu'il n'aimait pas le poisson non plus. « Et les dents, à quoi les as-tu » murmura une voix derrière, celle de son cousin. Vouvchik réagit. La princesse était toujours accrochée au sable, sans ouvrir les yeux. Il la mordrait une seule fois, et pas plus. Il n'avait jamais été témoin d'une transformation par morsure. Le vieux leader était fier, les humains étaient coin de faible, et il y avait assez de jeunes loups dans la meute. Mais Vouvchik, comme tout lycanthrope, savait faire la différence entre une morsure authentique et une simple. Et s'il ne l'avait pas su, sa tante s'était chargée de le lui rappeler.
insistant pour mordre l'épaule gauche. Plus près du cœur, disait-elle, c'était mieux, mais trop près. C'était inconfortable. Vuvchik, suivant le conseil de sa tante, se pencha vers l'épaule de la jeune fille et referma doucement les dents. Le tissu craqua et se froissa, remplissant sa bouche d'un goût amer. Mais ses dents ne trouvèrent pas leur cible. La femme sur le sentier gémit comme un chiot apeuré. La princesse resta immobile, comme si elle retenait son souffle. Vuvchik mordit à nouveau, une fois puis encore, secoua la tête et cracha la manche. L'épaule éparpillée perdit son éclat. Il voulut réessayer, mais il n'eut pas le temps. Un bruit particulier se distingua au milieu du tumulte de la fête, et ce bruit se rapprochait d'eux. « Allons-y !» grogna l'oncle. Vuvchik tourna la tête de gauche à droite, vers l'arrière et vers le bas. Il poussa avec son museau les débris mouillés. C'était là, le corps. Il ne restait plus qu'à mordre, mais il s'arrêta à nouveau, craignant de lui faire mal. Et le bruit se rapprochait, des pas précipités, des murmures, le tintement du métal et des lumières créées par l'homme. Et en réponse à ce bruit, autour de lui et de chaque côté, ses compagnons se déplacèrent dans le sable, encerclant l'héritier et se préparant à le soutenir ou à affronter ce qui allait venir. « Allons-y !» répéta l'oncle, et le cousin lança un aboiement aigu comme s'il craignait ou anticipait le combat. « Attrape-la !» « Oui, oui, comme si un poids venait de lui être enlevé. Le mordre, il pourrait le faire plus tard. Et l'emporter, ce n'était plus un problème. Vuvchik se recula un instant, évaluant la charge. « Aïe !» Une boule de sable lui frappa l'œil. Le corps en dessous se secoua. Il le heurta douloureusement au nez. Ça fait mal. Il commença à donner des coups de pied, frappant dans toutes les directions, et il l'attrapa. Attrapa. Elle mord. La princesse mord. Vuvchik, par instinct, se laissa tomber en arrière et, sous le choc, perdit connaissance. Le leader, son père, attendit des nouvelles pendant 2 mois. À ce moment-là, il était déjà convaincu qu'il s'était débarrassé non seulement de son fils le moins aimé, mais aussi de plusieurs beaux-frères, et se préparait à passer à la deuxième partie de son plan, se remarier. Ceux qui revinrent, remuant la queue et évitant son regard, lui racontèrent tout comme cela s'était passé. Le leader n'était pas prêt à un tel dénouement. Il eut une crise et mourut avant de pouvoir changer ses ordres. La mère, désormais veuve, encouragea ses frères, tant de sang que les cousins, et avec leur aide, elle imposa l'ordre et les incita à tenir la promesse faite au défunt leader. Les mécontents partirent pour chercher leur chance dans d'autres meutes. Les autres reconnurent la nouvelle leader et se dirigèrent vers Panéto. Le mariage de Mona eut lieu plus tôt que prévu par le roi et la reine. Les émissaires de Rukilib partirent en ce même jour, leur visage implacable d'une diplomatie indifférente. Ils durent oublier l'alliance, mais cela n'était que le début de nombreux événements longs et passionnants. Poètes et troubadours chantèrent pendant de nombreuses années la princesse, dont la pureté et le courage libérèrent un prince étranger d'une horrible malédiction qui l'avait transformé en bête. Poèmes et ballades parcoururent le monde et parvinrent même dans des lieux où l'on n'avait jamais entendu parler du royaume de Panéto. La merveilleuse histoire fut racontée de 1000 façons jusqu'à devenir une légende, et de nos jours, elle trouve sa place dans des romans et des drames, réinterprétés dans un ton réaliste, symbolique et psychologique. La princesse Mona entra dans l'histoire sous le nom de Montiarca la première, reine de Panéto. Sa garde personnelle fut surnommée la meute de loups, en raison de leur rapidité, leur ruse et leur férocité. Les miniatures qui ornaient les manuscrits la montrent entourée de véritables loups, parfois sur 2 pattes, parfois sur 4. Des illustrations postérieures ajoutèrent même des oreilles de loup à la reine elle-même. Elle mourut dans une grande vieillesse, laissant le trône à sa petite-fille, qui fut nommée en son honneur. Montiarca II hérita du nom, du caractère et du royaume de sa grand-mère, qui engloba les territoires voisins de Brotland, Terdupan et Lofland. Lord Vuvchik, plus tard prince consort Vuvchik, demeure dans les annales comme le père des 9 enfants de Montiarca et le fondateur d'une vaste bibliothèque. Il atteignit un âge avancé et, selon ses contemporains, n'apprit jamais à lire, mais il aimait écouter toutes sortes d'histoires, si bien qu'il entretenait un groupe de lecteurs et de copistes, soutenant, dans la mesure de ses moyens, les écrivains et les collecteurs de livres. Son arrière-petit-fils, Vuvchik Ier, éleva un monument en son honneur en tant que Vuvchik l'illustrateur. D'après les mêmes récits, le prince consort était toujours d'accord avec sa femme sur tout, mais ne participait pas à la vie politique. Tout au long de sa vie, il évita de nombreuses tentatives pour l'impliquer dans les intrigues de la cour, tant par action que par inaction. Et ceux qui se croyaient plus perspicaces y voyaient un signe d'un courtisan particulièrement habile. La plupart, cependant, considéraient le prince comme un homme simple et peu astucieux.